Au Moyen Âge, le pouvoir ne reposait pas seulement sur les armées ou les couronnes. Il reposait sur l'image, sur l'honneur et sur la loyauté absolue de ceux qui entouraient le roi. Parmi eux, une figure occupait une place unique, l'épouse royale. Elle n'était pas seulement la femme du souverain. Elle représentait une alliance entre royaumes, un symbole de stabilité et parfois même une garante de la continuité dynastique. Dans ce monde rigide et profondément hiérarchisé, la moindre suspicion pouvait devenir une menace politique. Un regard mal interprété, une rumeur chuchotée dans un couloir, une lettre interceptée. Et lorsque l'accusation tombait, elle ne concernait jamais uniquement une personne. Elle ébranlait tout l'équilibre du pouvoir. Mais que se passait-il réellement lorsqu'une épouse royale était accusée de trahir son roi? Quelles conséquences pouvait avoir une telle accusation, dans une société où l'honneur valait plus que la vérité, et où la justice servait avant tout l'ordre établi? Entre intrigues de cour, décisions politiques et sanctions symboliques lourdes de sens, le destin de ces femmes basculait brutalement. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du Moyen Âge pour comprendre ce qui arrivait à l'épouse qui trahissait, ou que l'on accusait de trahir, un roi. Une histoire où le pouvoir ne pardonne pas, et où la chute est souvent aussi silencieuse qu'irréversible. Une trahison perçue comme une menace d'État. Au Moyen Âge, la trahison n'est pas un simple acte individuel. Elle est perçue comme un danger direct pour l'ordre du royaume. Lorsqu'une épouse royale est accusée de trahir son roi, l'affaire dépasse immédiatement le cadre privé. Il ne s'agit plus d'un conflit conjugal, mais d'une crise politique. La reine est avant tout un symbole. Elle représente une alliance entre familles puissantes, parfois entre royaumes ennemis devenus alliés par le mariage. Sa loyauté garantit la stabilité du pouvoir. Ainsi, toute accusation de trahison, qu'elle soit fondée ou non, sème le doute au sommet de l'État. Les soupçons peuvent naître de multiples situations. Une proximité jugée excessive, avec un noble influent, des échanges secrets, ou simplement une rivalité au sein de la cour. Dans un environnement où les intrigues sont constantes, la vérité importe parfois moins que l'apparence. Très rapidement, la reine est mise à l'écart. Ses déplacements sont surveillés. Ses soutiens politiques s'éloignent. Le silence s'installe autour d'elle. Le roi, quant à lui, se retrouve face à un dilemme. Ignorer l'accusation risquerait d'affaiblir son autorité. Agir trop vite pourrait provoquer des tensions diplomatiques. Dans ce contexte, la justice médiévale n'est pas conçue pour protéger l'individu, mais pour préserver l'ordre et la légitimité du pouvoir. Dès lors, l'accusation seule suffit à faire basculer un destin. Car au Moyen Âge, être soupçonné de trahison en tant qu'épouse royale revient déjà à perdre une grande partie de sa position, avant même qu'un jugement ne soit rendu. La mise à l'écart et la perte de statut. Une fois l'accusation formulée, le sort de l'épouse royale change presque immédiatement. Au Moyen Âge, le pouvoir repose autant sur la visibilité que sur l'autorité. Être vu à la cour, participer aux cérémonies, recevoir des dignitaires, tout cela constitue une forme de légitimité. La première sanction est donc symbolique, mais profondément efficace. La reine est progressivement écartée de la vie publique. Elle n'assiste plus au conseil. Son avis n'est plus sollicité. Son nom disparaît des décisions officielles. Cette mise à l'écart sert un objectif précis. Montrer à la cour, au peuple et aux alliés que l'ordre est maintenu et que le roi garde le contrôle de la situation. Dans certains cas, l'épouse royale est déplacée vers une résidence secondaire, un château éloigné ou un lieu placé sous surveillance. Officiellement, il s'agit de protection ou de retraite temporaire. En réalité, c'est une forme d'isolement politique. Ses proches sont tenus à distance. Les soutiens potentiels se taisent, par crainte d'être associés à une cause devenue dangereuse. À ce stade, la culpabilité n'a pas encore été établie, mais la perte de pouvoir est déjà totale. Pour une reine, dont l'influence repose sur les relations, la présence et la parole, cet effacement équivaut à une chute silencieuse. Le message est clair. Au Moyen Âge, la loyauté envers le roi n'est pas négociable, et dès qu'elle est remise en question, le pouvoir se retire sans attendre de verdict définitif. Le jugement est la décision du pouvoir. Après la mise à l'écart vient l'étape la plus décisive, celle du jugement. Au Moyen Âge, la justice royale ne fonctionne pas comme nous l'entendons aujourd'hui. Elle n'est pas indépendante. Elle est étroitement liée au pouvoir politique.
et surtout à la nécessité de préserver l'ordre et la stabilité du royaume. Lorsqu'une épouse royale est accusée de trahison, le processus judiciaire peut prendre différentes formes. Dans certains cas, un conseil de nobles est réuni. Dans d'autres, l'affaire est traitée de manière plus discrète, afin d'éviter un scandale public. Les preuves ne sont pas toujours matérielles. Les témoignages, les rumeurs et les intérêts politiques jouent un rôle central. La vérité factuelle passe souvent au second plan, derrière la nécessité d'une décision rapide et exemplaire. Le roi se trouve alors au cœur du processus. Sa position est délicate. Il doit affirmer son autorité tout en évitant de fragiliser les alliances liées au mariage. Dans certains cas, le jugement vise avant tout à apaiser les tensions. Une décision mesurée, une sanction symbolique, un éloignement définitif de la cour. Dans d'autres situations, la sentence est plus sévère, non par désir de punition, mais pour démontrer que nul, pas même l'épouse du roi, n'est au-dessus de l'autorité souveraine. Quelle que soit l'issue, le verdict marque un point de non-retour. Une fois la décision rendue, le statut de l'épouse royale est redéfini à jamais. Son rôle politique disparaît, son influence s'éteint, et son avenir est désormais contrôlé par la volonté du pouvoir. Au Moyen Âge, le jugement d'une reine accusée de trahison n'est pas seulement une affaire de justice, c'est un acte politique majeur, destiné à restaurer l'ordre et à rappeler les limites imposées par la couronne. La chute définitive et l'effacement. Une fois le jugement rendu, il n'y a généralement aucun retour possible. Au Moyen Âge, la disgrâce d'une épouse royale ne se limite pas à une sanction ponctuelle. Elle entraîne une transformation complète de son existence. Privée de son rôle politique, elle disparaît progressivement de la vie publique. Les chroniques cessent de la mentionner. Les cérémonies se déroulent sans elle. Son nom s'efface des récits officiels. Dans de nombreux cas, l'ancienne reine est assignée à résidence dans un lieu éloigné du pouvoir. Un château secondaire, un domaine isolé ou un établissement religieux. Ces lieux ne sont pas toujours des prisons, mais ils symbolisent une rupture totale avec le monde de la cour. Ce retrait forcé sert plusieurs objectifs. Il empêche tout retour d'influence, il rassure les alliés politiques, et il rappelle au royaume que l'ordre a été rétabli. Pour la femme concernée, cette situation marque une perte profonde d'identité. Elle n'est plus reine, elle n'est plus actrice du pouvoir. Elle devient une figure silencieuse, vivant à l'écart des décisions et des regards. Avec le temps, l'histoire retient rarement son point de vue. Les documents sont écrits par les vainqueurs, par les autorités, par ceux qui ont intérêt à justifier la décision prise. Ainsi, la chute d'une épouse royale accusée de trahison ne se mesure pas seulement à la sanction elle-même, mais à l'oubli qui s'ensuit. Car au Moyen Âge, être écarté du pouvoir, c'est souvent disparaître de l'histoire. Un avertissement destiné à durer. Au-delà du destin individuel de l'épouse royale, ces affaires remplissent une fonction essentielle dans la société médiévale. Servir d'exemple. Au Moyen Âge, le pouvoir repose sur la démonstration. Chaque décision prise au sommet de l'État doit être comprise, acceptée et intégrée par l'ensemble du royaume. La chute d'une épouse royale accusée de trahison n'est donc jamais un simple règlement de compte. Elle devient un message politique. À la cour, les nobles observent attentivement les conséquences. Ils comprennent que la proximité avec le pouvoir n'offre aucune protection si la loyauté est remise en question. Pour les alliances étrangères, l'événement envoie un signal clair. Le roi reste maître de l'ordre intérieur, même lorsque la décision est difficile ou impopulaire. Et pour le peuple, ces récits renforcent une idée centrale. Le pouvoir royal est au-dessus des liens personnels, des mariages et même des statuts les plus élevés. Avec le temps, ces histoires se transmettent sous forme de chroniques, de récits moralisateurs ou de légendes destinées à rappeler les règles implicites de la société. La figure de l'épouse déchue devient alors un symbole, non pas celui d'une personne précise, mais celui d'une limite à ne pas franchir. C'est ainsi que le Moyen Âge façonne sa mémoire collective, par des exemples forts, souvent silencieux mais profondément marquants. Car dans un monde où l'autorité devait être constamment affirmée, l'histoire d'une épouse royale accusée de trahison servait avant tout à rappeler une vérité essentielle. Le pouvoir ne tolère aucune remise en cause durable. L'histoire des épouses royales accusées de trahison au Moyen Âge
révèle une réalité souvent oubliée. Le pouvoir ne laissait aucune place à la fragilité. Être reine signifiait vivre au sommet de la hiérarchie sociale, mais aussi sous une surveillance constante. Chaque geste, chaque parole, chaque relation pouvait être interprété comme un risque pour l'ordre établi. Dans ce contexte, la trahison, réelle ou supposée, ne concernait jamais uniquement la personne accusée. Elle devenait un enjeu politique, un test d'autorité, et parfois un outil pour renforcer le pouvoir royal. Les décisions prises n'avaient pas toujours pour but de rendre justice. Elles visaient avant tout à préserver la stabilité, à rassurer les alliés, et à rappeler que nul n'était indispensable au royaume. Avec le recul, ces destins apparaissent souvent injustes, parfois cruels, et profondément silencieux. Car la plupart de ces femmes ont disparu des récits officiels, effacées par une histoire écrite par ceux qui détenaient le pouvoir. Mais leur sort nous éclaire encore aujourd'hui. Il nous rappelle que, dans les sociétés médiévales, l'autorité primait sur l'individu, et que l'apparence de l'ordre valait souvent plus que la vérité. Ainsi, l'épouse royale accusée de trahison n'était pas seulement punie pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce que son existence représentait. Un symbole trop dangereux pour être toléré. Et c'est peut-être là la leçon la plus troublante de cette histoire. Au Moyen Âge, perdre la confiance du pouvoir revenait souvent à disparaître, non seulement de la cour, mais de l'histoire elle-même.